à tous, l'heure des pros, voici le sommaire. Ce matin, l'électorat qui a voté dans la 2e circonscription de Paris est à vomir. Il y a quelque chose d'unique, de flamboyant ou de suicidaire chez Henri Guénaud. D'Artagnan du 7e arrondissement, éliminé dès le premier tour de l'élection législative et qui s'en prend à ses électeurs. Il y a peut-être aussi quelque chose de Bertolt Brecht. Le peuple a perdu la confiance du gouvernement. Il faut donc dissoudre le peuple pour en élire un nouveau. Qui est responsable d'une défaite électorale? Henri Guénaud lui-même ou les bobos et les cathos de Paris, le Vélib et le Goupillon, les sans gluten et les sens communs, comme Guénaud l'a suggéré dans une sortie qui fera date? A-t-on le droit d'attaquer ceux qui votent? Voilà une bonne question. Nous évoquerons aussi la gauche et notamment le Parti socialiste en voie d'extinction. La France insoumise sera-t-elle la première force d'opposition à Emmanuel Macron? Et pour en parler, alors que nous attendons Henri Guénaud qui devrait arriver dans quelques instants, et pour en parler ce matin sur ce plateau, Gédy Bastier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro. Raquel Garrido, bonjour. Bonjour. Vous représentez la France insoumise, qui va peut-être devenir la première partie d'opposition de France. Et puis, avec nous également, Béatrice Brugère. Vous êtes secrétaire générale du syndicat FO des magistrats. Et je vais peut-être vous interroger dans quelques instants, parce que vous allez pouvoir peut-être commenter ce qu'a dit François Bayrou, puisque c'est l'actualité ce matin. Et nous allons commencer par ça, alors que je salue Yvan Rioufol, qui est en train d'arriver sur le plateau. Bonjour Yvan Rioufol, essayiste. Nous sommes ce matin, nous allons évoquer la proportionnelle. Ce matin, nous allons évoquer les propos d'Henri Guénaud. Nous allons parler de la France insoumise, mais l'actualité, elle est en marche, si j'ose dire. Et François Bayrou était tout à l'heure chez Jean-Pierre Elkabbach. Il a mis en cause Anne Hidalgo et l'entourage de la maire de Paris dans l'affaire qui frappe le MoDem. Écoutons-le et nous en parlons tout de suite. Cabinet noir. Est un des collaborateurs directs de la maire de Paris. Ah, c'est pas en plus, c'est pas à la mairie. C'est pas à la mairie. Donc vous avez dit que c'est une opération politique. Donc, il y aurait derrière Anne Hidalgo. Il pourrait se faire qu'il y ait un lien entre ceci et cela. Mais quel intérêt y aurait-elle? Les élections législatives. Vous avez suivi dimanche dernier les élections législatives? Oui, c'est-à-dire regardez les gens qui se présentaient et ceux qui ont été éliminés. Vous aurez peut-être des réponses aux questions. Donc, quelle est la réaction de la secrétaire générale FO des magistrats lorsqu'elle entend le garde des Sceaux sur le plateau de Jean-Pierre Elkabbach il y a quelques minutes mettre en cause Anne Hidalgo dans l'affaire qui frappe le MoDem, et on rappelle d'emploi fictif, puisqu'il y a quelqu'un qui accuse le MoDem d'avoir créé un emploi fictif. Écoutez, on est dans une succession de situations inédites, parce que c'est vrai que depuis quelques mois, il y a une forme de confusion, j'allais dire, au niveau politique, mais au niveau aussi des genres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté pour François Bayrou, qui est garde des Sceaux, c'est d'être mis en cause indirectement, si j'ai bien compris, puisqu'il y a une affaire qui a été ouverte au parquet de Paris pour abus de confiance. Je dis indirectement parce que j'entends, et je n'ai pas le dossier, que ça viserait le MoDem, mais pas vraiment, que ça viserait peut-être de façon lointaine notre garde des Sceaux, mais pas vraiment. Donc aujourd'hui, la parole de François Bayrou n'est pas simplement la parole de quelqu'un qui pourrait être visé, c'est aussi la parole du garde des Sceaux. Donc c'est vrai que ça interroge de l'entendre parler, dans la mesure où, sur le plan institutionnel, il est également le chef du parquet. Donc si vous voulez, quand je parle de confusion, c'est-à-dire qu'on a une loi de moralisation, on a un garde des Sceaux qui commence, dont on ne sait jamais s'il parle comme citoyen ou comme garde des Sceaux, et ce matin... il parle comme garde des Sceaux. J'imagine quand il vient sur le bureau au micro de Jean-Pierre Elkabbach, il parle comme... Le cumul est acceptable. Ceci dit, le cumul, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Or, voilà, il y a une forte portée, symbolique. Quand on est garde des Sceaux, chaque parole est importante. Et il donne en plus une information, c'est ce qui peut étonner. C'est un garde des Sceaux qui met en cause, effectivement, dans une affaire qui est assez nébuleuse, et vous l'avez dit assez précisément, si j'ose dire, mais... C'était une réaction que je vous demandais, Raquel Garrido. Je vous ai vu tout à l'heure écouter François Bayrou et vous paraissiez étonné. Oui, parce que quand il s'agit en fait de défendre le MoDem, il n'y a plus de garde des Sceaux en fait. En fait, il est garde des Sceaux quand ça l'arrange, c'est-à-dire quand on lui pose des questions sur Richard Ferrand, là il dit je ne peux pas parler, je suis garde des Sceaux. Et puis quand il s'agit de retweeter la défense de Marielle de Sarnez à propos de sa mise en cause, là, il n'est plus garde des Sceaux, il est juste MoDem. D'ailleurs, même, j'ai noté que, y compris dans son allocution la semaine, quand il a fait son allocution sur la loi de moralisation, il a mis un petit mot pour le MoDem. Il est toujours là pour le MoDem. Quand il faut mettre en avant le MoDem, il est là. Et il oublie totalement son rôle institutionnel. Et là, moi, je trouve que c'est choquant.
Non, mais Eugénie Bastier. on note que quand François Fillon accusait qu'il y ait l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée pour les affaires, c'était du complotisme. Là, il me semble que François Bayrou se permet des allusions. Là aussi, en accusant la mairie de Paris d'être responsable de la révélation de ces affaires. Donc c'est un peu toujours la même défense. Simplement, on la dénonce quand ça nous arrange. Il y a un peu un deux poids deux mesures. Finalement, c'est assez classique comme mode de défense. Oui, alors c'est classique comme mode de défense. Ce qui l'est moins, c'est la position de François Bayrou, qui est garde des Sceaux lui-même et qui s'exprime sur une affaire qui vient de commencer. C'est ça qui est moins classique, peut-être, Yvan Rioufol. Pas grand-chose à rajouter. Effectivement, là, on n'est plus. C'est dans une violation de la séparation des pouvoirs. Il était tenu, comme garde des Sceaux, d'abord un devoir de neutralité et ensuite à ne pas influer sur les processus judiciaires s'ils sont en cours. Et là, on se voit. Mais ça a déjà été expliqué qu'il s'implique très volontairement dès qu'il lui-même, son entourage, est mis en cause ou est suspecté d'enfreindre la moralisation, cette boîte de Pandore qu'il a ouverte et qui lui saute à la figure, parce que aujourd'hui on risque de voir de plus en plus, en effet, de la part de ceux qui ont exigé ces éthiques affichées, qu'ils rendent des comptes. Et donc il faut s'attendre en effet à voir que les journalistes fouineurs s'amuse à voir si effectivement il n'y a rien de suspect ni chez les uns, ni chez les autres, ni chez Bayrou, ni chez Onio-Modem notamment, qui sont quand même les principaux donneurs de leçons en l'occurrence. C'était bien d'entendre votre réaction ce matin. L'actualité, elle bouge et on essaye chaque matin de coller le plus précisément à cette actualité qui bouge. Et figurez-vous que ça va vous intéresser, Raquel Garrido. Édouard Philippe était l'invité de France Info il y a quelques minutes. Et il y a un débat qui a commencé en France depuis dimanche soir, c'est le scrutin proportionnel. C'est vrai que la majorité, l'Assemblée sera violette à peut-être 80 ou 85%, et il y a des voix qui s'élèvent pour dire « Attendez, tout le monde n'est pas représenté ». Édouard Philippe, Premier ministre, sur le scrutin proportionnel, voilà ce qu'il a dit. Je ne crois pas du tout que les députés qui choisiront de se placer dans l'opposition seront silencieux. Je pense même qu'ils seront extrêmement toniques. Et d'ailleurs, quand je vois tous ceux qui ambitionnent d'être élus et qui se positionnent dans l'opposition au président de la République et au gouvernement, je vois des gens assez toniques, voyez-vous. Alors ça, c'est un débat qui va rappeler ceux qui sont passés par le cours de droit première année, droit consti, faut-il un scrutin majoritaire ou un scrutin proportionnel? Les deux, forcément, ont des effets pervers, les deux ne sont pas parfaits, mais depuis 58, on est sur un scrutin majoritaire qui a l'avantage de donner une majorité et un pouvoir d'action à celui ou celle qui est élu président de la République, celui qui est élu. Est-ce que vous êtes pour ou contre la proportionnelle, Eugénie Bastier? Alors moi, c'était comme vous, j'ai suivi les cours à Sciences Po, de sciences politiques. On m'a expliqué que c'était une catastrophe, la proportionnelle, que c'était la 4e République, que ça a créé de l'instabilité, que on ne pouvait pas diriger la France sous la proportionnelle. C'est rappeler les heures les plus sombres de l'histoire. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est indispensable de passer à la proportionnelle parce qu'on a une Assemblée qui est vraiment, qui n'est pas du tout à l'image du pays et que le deuxième parti de France, celui qui est arrivé au second tour de la présidentielle, n'est que 2 députés ou 3 députés à l'Assemblée, c'est quand même assez inouï et scandaleux. Mais c'est pas nouveau, pardonnez-moi. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'accentue davantage de plus. Et l'abstention fait qu'on a une Assemblée qui est, avec une majorité on va avoir 70% quasiment de l'Assemblée en marche pour 16-20% du corps électoral. Je vous répète, ce n'est pas nouveau qu'une Assemblée nationale ait 70 ou 80% soit monocolore à 80%. C'est arrivé en 81, c'est arrivé en 93. C'est arrivé assez fréquemment. Bien sûr, mais la question c'est est-ce que c'est arrivé qu'un parti qui soit au second tour de l'élection présidentielle n'ait que 2 députés à l'Assemblée? Ça, il me semble que c'est assez inédit. Mais proportionnelle intégrale dans ces cas-là. L'Assemblée, le fait que la proportionnelle introduit de la stabilité quand l'Assemblée a du pouvoir, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, quand l'Assemblée n'a pas de pouvoir, à quoi elle sert? Elle sert à représenter, au moins un minimum. Si elle n'a pas de pouvoir, au moins qu'elle soit un outil de représentation. Et il me semble que c'est le minimum qu'on puisse demander à l'Assemblée, c'est au moins de représenter un peu le corps politique pour qu'il y ait la délibération, sachant que ça n'introduira pas d'instabilité, puisque les mécanismes de la Ve République font avec la motion de censure, avec tous les mécanismes de parlementarisme raisonné, fait que de toute façon l'exécutif contrôle quasiment l'Assemblée et est plus fort que le pouvoir parlementaire. Donc il me semble que c'est nécessaire
Mais malheureusement, je doute que Emmanuel Macron mette en œuvre cette promesse qu'il avait promis plusieurs fois à l'oral, mais qu'il n'a jamais mis dans son programme écrit. Raquel Garrido, généralement quand on gagne, on ne change pas le scrutin qui est en place. La France insoumise va bien au-delà d'ailleurs de la remise de la proportionnelle ou du scrutin majoritaire, parce que vous voulez la fin de la Ve République. Oui. Mais précisément sur la proportionnelle, avec les effets pervers parfois de la proportionnelle. D'abord, moi, je suis heureuse que la question soit remise sur la table et pas du point de vue des partis, parce que souvent, la proportionnelle, elle est portée par des partis minoritaires qui disent en gros « et moi ». Et ça n'intéresse pas les citoyens qui se demandent eux, comment leur propre pouvoir, leur propre opinion politique existe. Et c'est ça qui est important. Et là, je suis heureuse de voir qu'il y a une mise en relation entre le fait de l'abstention qui est massif et qui aujourd'hui est devenu majoritaire pour les élections parlementaires et l'absence de représentativité, parce qu'évidemment, l'un alimente l'autre. Si le citoyen ne se retrouve pas quand il met son bulletin dans l'urne à la fin, finalement, pourquoi il y va ? Il n'y va plus. Pensez qu'avec la proportionnelle, par exemple, les gens se seraient plus déplacés dimanche soir. Ça fait partie des choses qui auraient aidé. Dimanche au genre de... Ça fait partie des choses qui aident, effectivement. C'est pas la seule chose. L'essentiel étant que l'Assemblée ait vraiment le pouvoir. Si vous voulez un jour qu'il y ait massivement la participation à l'Assemblée, il faut abolir la monarchie présidentielle, il faut enlever l'hyperpuissance de l'exécutif. Et puis là, on est dans le cas totalement inverse. Vous savez, un exécutif qui joue à plein la carte de la monarchie présidentielle sur deux sujets. D'abord, les ordonnances, puisqu'il dit d'emblée que sur un sujet aussi important que le Code du travail, c'est-à-dire baisse généralisée des salaires, facilitation des licenciements, c'est plus les députés qui vont travailler, c'est directement l'exécutif, avec en plus des candidats en marche totalement godillots, à qui ça va très bien et qui carrément, ouvertement font campagne en disant oui, je vais voter l'habilitation pour procéder par ordonnance, ce qui pour moi est honteux. Moi jamais, par exemple, j'irais postuler un job en disant c'est pas moi qui vais le faire, c'est le voisin. Bon, c'est honteux. Et pourtant, tout ça, ça marche très allègrement. Vous caricaturez un peu parce que les ordonnances, il y a quand même un travail parlementaire sur les ordonnances. Non, pardonnez-moi, on habilite. Non. Sinon, quel est l'intérêt de l'ordonnance ? Il y a un travail quand même, techniquement, il y a un travail. Il y a effectivement l'autorisation. On ne peut pas le faire sans la majorité à l'Assemblée, parce que la majorité à l'Assemblée peut ne pas l'accepter. Mais là, vos candidats En Marche, ils vous disent qu'eux vont habiliter. Mais c'est pour une question d'efficacité. Oui, mais là aussi, il y a discussion, parce que c'est pour un souci d'efficacité. Mais ça aussi, c'est dénigrer l'Assemblée, parce que partir du principe qu'une délibération parlementaire est en soi un manque d'efficacité, c'est un discours qui est anti-parlementaire. En fait, En Marche joue à plein sur l'antiparlementarisme ambiant en France. En France, les gens n'aiment plus leurs élus, n'aiment plus leurs députés. Ils les ont tous dégagés, donc ils vont peut-être aimer leurs nouveaux élus, puisqu'il n'y en a plus d'anciens élus. Ils se prennent 6 000 € par mois pour rien faire, pour embaucher leurs enfants, pour avoir des conflits d'intérêts, etc. Et le gouvernement a joué à plein là-dessus avec la loi de moralisation. On retrouve notre Bayrou qui a fait quoi pendant la campagne, qui a fait une loi de moralisation qui n'est en rien une réponse aux problèmes d'éthique et d'absence de contrôle citoyen dans ce pays. Sinon, il aurait mis par exemple le droit de révoquer les élus entre les élections. Non, il fait que de l'antiparlementarisme. Bon, revenons dans sur cette ambiance, évidemment, personne ne va voter. Mais moi, je dis notamment aux classes populaires et aux jeunes, il faut aller voter parce qu'en définitive, ce système, c'est nous qui l'attaquons. Revenons sur le scrutin majoritaire opposé au scrutin proportionnel. On rappelle que le scrutin majoritaire, il faut, quoi qu'il arrive, gagner dans chaque circonscription pour être élu. Il faut être en tête au premier tour, en tête au deuxième tour. Et que si vous n'êtes jamais en position de gagner, vous n'avez aucun député. Le scrutin proportionnel, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des pays où le scrutin proportionnel est intégral. Je ne sais pas si ça existe, alors que je salue. Israël, par exemple, il y en a. Oui, mais en Europe, est-ce qu'il y a des... En Europe, alors je ne saurais pas, j'ai pas la technicité de vous dire totalement intégral, mais la logique majoritaire en Europe, c'est le scrutin intégral, le scrutin proportionnel, pardonnez-moi. Le seul autre pays où il y a un scrutin majoritaire, c'est l'Angleterre, mais c'est un scrutin à un tour, donc il n'y a pas de notion de 50%. Il faut être la première majorité au premier tour, et c'est à ce moment-là qu'on devient député. Donc en fait, le cas français est absolument unique et il est fait pour dénigrer le Parlement de toute façon. D'accord. Alors je salue l'arrivée sur ce plateau d'Henri Guédot. Merci d'être avec nous. Vous êtes un peu en retard ce matin, mais vous étiez en avance dimanche soir pour les déclarations. Parce que alors là, ce que vous avez dit, je ne veux pas dire que toute la France en parle, mais vous pourrez intervenir évidemment après la virgule qu'on va marquer, mais ça a, je dirais, choqué même des gens qui vous aiment beaucoup, qui vous aiment bien. On dit mais c'est absolument hallucinant ce qu'a dit Henri Guédot. Ah oui, quand on dit la vérité, c'est hallucinant. On est tellement dans le politiquement correct, on est tellement dans l'hypocrisie.
on est tellement dans le manque total de sincérité qu'on ne peut plus rien dire. Vous allez en parler tout de suite après la pub. C'est toujours scandaleux. Non, mais moi je dis pas ça, je vous dis ce que j'ai entendu. C'est très drôle. D'abord, je n'ai pas parlé de toute la France, j'ai parlé... Non, vous avez dit c'est à vomir. Les électeurs de la 7e soirée. J'ai dit 2 catégories d'électeurs que j'ai citées. Les bobos qui vivent dans l'entre-soi, et puis une partie de cette droite traditionnelle, tellement hypocrite, au fond un peu pétainiste, etc., qui n'est pas capable de se comporter conformément aux valeurs qu'elle proclame. Voilà. Donc, et ça fait vraiment réagir. Je trouve ça détestable. Non, mais je trouve ça détestable, je le dis. Je le dis. Mais je trouve ça, d'abord, je trouve formidable que vous le disiez, parce que ça montre la liberté d'expression et de votre liberté à vous. On en parle tout de suite après. Figurez-vous, à tout de suite. L'heure des pros, ce matin, c'est la deuxième partie. Et nous sommes toujours avec Raquel Garrido, avec Béatrice Brugère. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat FO pour les magistrats. Eugénie Bastier du Figaro. Yvan Rioufol, essayiste. Et Henri Guénaud, qui fait parler la France entière. Oh, la France entière. Franchement, la France entière. L'électorat qui a voté dans la 2e circonscription de Paris est à vomir. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. On va en parler tout à l'heure. On va juste finir sur la proportionnelle et évidemment vous pouvez intervenir sur ce sujet. Scrutin majoritaire, scrutin proportionnel. Édouard Philippe a souhaité qu'il y ait un peu de proportionnel, si j'ai bien compris. C'est pas aussi clair que ça, mais enfin, dans les futures élections, quel est votre avis, Yvan Rioufol ? Il y a un paradoxe dans cette élection qui ressemble presque à une duperie, c'est-à-dire que Macron a été élu sur une crise de la démocratie, sur une crise de la représentativité, notamment, et sur une fracture entre les élites et le peuple. C'est quand même ce diagnostic qui avait été convenu à peu près par tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui avec une oligarchie qui remplace une autre oligarchie à travers ce mécanisme de la proportionnelle qui fait que 15% du corps électoral, ce qu'a eu la République En Marche, va rafler les 3/4 des sièges. 15% des inscrits, il faut dire, c'est pas 15% du... 15% du corps électoral. Oui, 15% je suis d'accord avec vous, mais bon, si les gens votent pas, ils votent pas. Et justement, mais il faut s'interroger de savoir pourquoi les gens ne votent pas. Peut-être qu'il faisait beau, peut-être qu'il y a plein de raisons qui fait que les gens... 52% des gens qui ne votent pas, c'est-à-dire que vous avez 52% des gens qui ne veulent plus jouer ce jeu de dupes. Pas forcément, peut-être qu'ils ont cru que c'était assez... C'est l'analyse que j'en fais, moi. Peut-être ont-ils cru que c'était acquis. Ce que je veux dire par là, le paradoxe que je décrivais en préalable, il est de dire que cette crise de la démocratie que l'on pensait soigner à travers Macron est aggravée, que la crise de la représentativité est aggravée, et que l'exclusion de ce que l'on a appelé les oubliés est d'autant plus aggravée qu'eux-mêmes, d'ailleurs, se retirent sur leur aventin, comme ils faisaient auparavant dans la Rome antique. Conclusion, vous êtes pour la proportionnelle ? Mais je suis naturellement pour. Intégrale ? Pourquoi pas intégrale ? Parce que cela forcerait enfin les formations politiques à se parler, et que cela forcerait à se frotter aux idées des autres, et non pas... Même pour se parler, elles se parlaient dans la 4e République, et même elles échangeaient, il y avait des combinations... Vous voyez bien que la démocratie ne fonctionne plus aujourd'hui, et si les gens ne vont plus voter, et là les gens ne vont plus voter pour une majorité d'entre eux, c'est qu'il y a un problème démocratique. Et donc il faut résoudre ce problème, et surtout pas de penser que cette République En Marche représentera la France qui vient, comme a dit le Premier ministre. Le Premier ministre a dit la France est de retour. Non, une partie de la France est de retour peut-être, mais pas la France entière. Et une toute petite partie de la France est de retour. Henri Guénaud, gaulliste historique, j'imagine que vous, le scrutin majoritaire, c'est l'alpha et l'oméga de votre pensée. L'alpha et l'oméga de ma pensée, mais moi je suis partisan du scrutin majoritaire et pas de la proportionnelle. Pourquoi ? Parce que la proportionnelle, c'est la prime au régime des partis. Voilà. Alors ça a des avantages de diversité, de représentativité, mais ça veut dire que les appareils se confortent les places de leurs apparatchiks. Voilà. Alors s'il y en a un petit peu, c'est pas très grave, mais quand même c'est moralement un peu gênant. Et alors s'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'apparatchiks de partis, ce sont les partis qui décident. Quand vous voyez l'état dans lequel se trouvent les partis, je pense que renforcer le système des partis aujourd'hui, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais là, vous voyez que les députés En Marche, ils ont été choisis dans une commission présidée par Richard Ferrand. Tout ça s'est fait à Paris. La liste, elle a été choisie par le haut. Donc en fait, on est dans la même situation, en pire. Non, mais la question de je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut se méfier du régime des partis. Là, je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'on peut, avec la proportionnelle intégrale aujourd'hui, inventer. Il faut être novateur. Voilà, il faut trouver le bon système qui, à la fois, permet que tous les Français s'y retrouvent et se sentent souverains. Dans le fond, c'est une question de souveraineté. Si je suis citoyen, je suis le souverain. Donc, il faut qu'au bout de mon bulletin de vote, je trouve du pouvoir. Et en particulier, le pouvoir législatif. Donc, c'est ça qui compte. Après, trouver les façons aussi d'éviter le retour à l'ancien monde des partis. Ça, par contre, pardonnez-moi, on est déjà un peu dedans. Je crois qu'il y a beaucoup de partis qui ont... Béatrice Brugère.
Oui, non, mais ce sont des débats qu'on peut avoir à l'infini. À l'infini, ce sont les débats de première année de droit consti entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. Les deux, je l'ai dit tout à l'heure, ont des effets pervers et il n'y a pas de scrutin idéal. Non, mais les scrutins est d'abord une arme politique qui doit s'analyser dans des circonstances historique, c'est-à-dire que chaque scrutin a un sens par rapport à une composition historique. On n'est pas sur des débats, j'allais dire, intellectuels purs. Vous avez raison quand vous dites ce n'est pas nouveau qu'on ait une majorité écrasante. Ce qui est nouveau, et ce que ça révèle, le débat sur le mode de scrutin et sur la représentativité, c'est la légitimité aujourd'hui qui est reposée sur la table. Quelle que soit d'ailleurs, j'allais dire, l'option que l'on veut y mettre, d'ailleurs, qu'on croit que la légitimité, elle est dans le peuple, qu'elle est dans une oligarchie, qu'elle est dans un scrutin proportionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des effets très concrets aujourd'hui sur cette nouvelle Assemblée. Par exemple, je vous en donne un, l'impossibilité pour un groupe, à l'exception des Républicains, de saisir avec 60 parlementaires le Conseil constitutionnel. Non, mais je parle de façon concrète. Non, mais c'est un peu. Il faut revenir à des choses. Et je continue ma démonstration. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on part sur une batterie de lois qu'il va falloir quand même analyser de très près. Il y a celle sur la moralisation qui est une loi d'affichage dont on pourrait parler, mais il y a celle sur le terrorisme qui nous inquiète tout particulièrement. Parce que je rappelle que vous êtes magistrate. Peut-être une loi d'habilitation par ordonnance sur des choses extrêmement importantes. Et on est aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser le pouvoir en contre-pouvoir permanent. Donc quand je dis que c'est une question de la légitimité, peu importe le mode de scrutin, peu importe la représentativité, la vraie question c'est est-ce que sur un pouvoir que l'on peut critiquer selon son appartenance, on a la possibilité d'avoir un contre-pouvoir ou un contrôle. Or, la loi de moralisation positionne d'entrée de jeu, avec les stéréotypes qui ont été décrits de tous pourris, que je récuse d'ailleurs, positionne finalement la justice comme le grand inquisiteur de la moralisation. J'entends bien ce que vous dites et c'est passionnant, mais je voudrais qu'on revienne sur proportionnel ou scrutin majoritaire. Voilà. Question pour Henri Guénaud. Et c'est vrai qu'il y a 50% d'abstention aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi les gens se sont abstenus. Moi, j'ai dit le temps tout à l'heure. Forcément, il faisait 30 degrés dimanche. C'est aussi un facteur. Il ne faut pas l'ignorer. Il y a des gens qui étaient à la plage. Ça existe, je l'ai entendu. Des gens qui m'ont dit, voilà. Bon. Mais non, mais bref. Mais ce ne sont pas des paresseux comme on l'a entendu. Mais c'est pas question de paresse. C'est bon. Mais qu'est-ce que vous répondez ? Ça, c'est une vraie question. La France insoumise a fait 20 points au premier tour. Elle n'est pas représentée du tout. Je connais les chiffres. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne sont pas représentés et le FN, qui est le deuxième parti de France et qui aura deux députés. Il est une troisième partie de France. Oui, mais au premier tour. Bon, d'abord, quelle est votre réponse ? D'abord, une première remarque. Malgré mon position de principe au syndicalisme dans la magistrature, pour une fois, je perçois la possibilité d'un dialogue riche et fructueux avec un syndicat de magistrats. Non, mais ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant. Voilà, je un peu, sur la notion de contre-pouvoir, je suis un peu plus réservé. Je pense que l'équilibre des pouvoirs est une bonne chose. Les contre-pouvoirs, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aucun pouvoir n'est là pour combattre les autres. Mais je partage votre analyse que je trouve tout à fait intéressante. J'aimerais bien d'ailleurs poursuivre cette discussion avec vous. Et quand vous parlez d'ailleurs de la loi de moralisation, ça me fait plaisir qu'un magistrat représentant un syndicat de magistrats dise ça pose la justice en grand inquisiteur. Et ça, c'est mauvais pour la démocratie, c'est mauvais pour la République. Voilà, je trouve que c'est intéressant que vous le disiez. Je ferme cette parenthèse, mais c'est un sujet de fond très important. Sur la proportionnelle. Mais le problème de cette histoire, c'est pas le scrutin, c'est pas le mode de scrutin. Le problème, c'est les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette élection. Le problème, c'est la qualité de la classe politique. Le problème, c'est le hold-up qui a été opéré sur l'élection présidentielle. Le problème, auquel on répondra peut-être un jour, c'est comment en est-on arrivé là. Le problème, c'est qui a soutenu. Non, mais ça n'a rien à voir avec le mode de scrutin. Attendez, ça n'a rien à voir parce que vous savez que vous ayez un groupe de 15 personnes ou de 20 personnes dans l'opposition à l'Assemblée, c'est bien à condition qu'il y ait quelques voix dedans qui puissent s'élever, mais ça change rien au travail de la majorité. Elle fait ce qu'elle veut, la majorité, dès lors qu'elle est majoritaire. À l'inverse, quand vous avez la proportionnelle intégrale et que vous êtes confronté à des problèmes importants, vous vous trouvez comme... Regardez le cas d'Israël, hein, c'est un des cas les plus purs de proportionnelle intégrale. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas du tout la démocratie, ce sont les partis charnières, les petits partis et en général les extrémistes qui gouvernent.
Résultat, dans l'irrésolution du problème palestinien, il y a une immense part de responsabilité à ce système de scrutin qui n'est pas du tout démocratique puisqu'il donne le pouvoir entier à des minorités. Et sans cela, vous êtes gaulliste, puisque c'est l'analyse de Gaulle en 58. Il n'est pas plus démocratique de voir aujourd'hui ce parti unique qui est en train de rafler. Ah mais je suis d'accord, parlons-en. Mais non, mais ça vient pas de ça. Si, ça vient de ça. Ça vient de ça. Et ce parti unique, et ce parti unique qui interdit aujourd'hui toute opposition au cœur même de l'Assemblée. Alors, est-ce que Eugénie Bastier peut me permettre de finir ma phrase ? Et donc, que ce parti unique va interdire toute expression d'une opposition au cœur même du Parlement, ce qui est quand même la fonction prioritaire de ce Parlement. C'est-à-dire, vous entendez même des républicains qui sont prêts aujourd'hui à voter la confiance, c'est-à-dire à rajouter encore à une majorité qui est absolue, et vous aurez donc une opposition qui ne sera représentée que par ce qui restera. Non, ce n'est pas le vote. Le vote n'est pas celui-ci. Le vote, c'est celui de 17% d'électeurs, de 50% d'électeurs qui sont 52% d'électeurs qui ont refusé de jouer ce jeu-là. Et donc, je trouve que c'est dramatique. Vous interprétez les 52% comme ça vous arrange. Mais bon, ils ont refusé de jouer ce. Écoutez, c'est une donnée. Vous les interprétez les abstentions. Vous pourriez dire dans les abstentions. Non, est-ce que vous pouvez dire que dans ces 52%, il y en a sans doute qui ont avalisé le fait du grand dégagisme qui les arrange, parce que c'est vrai qu'il y a cette fonction-là qui parle un peu à tout le monde, mais au-delà de ça, il y a un refus de cautionner ce macronisme-là, cette macromania dont on nous disait qu'elle avait envahi tous les esprits. Non, elle a envahi les esprits. Eugénie Bastier. Mais maintenant, Eugénie Bastier, il a le droit de pas s'exprimer. Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non. Mais Monsieur Guénaud, non, mais je m'interroge parce que Monsieur Guénaud, vous dites à la fois que c'est la faute des politiques qui sont tous les mêmes, qui sont pourris, qui sont. Non, c'est pas du pourri. Jamais de l'avis. C'est l'électorat qui est pourri, pardon. Vous avez dit la classe politique. Vous avez dit la classe politique qui est pas bonne. Non, mais d'un côté, c'est. Alors quand quelqu'un. Vous avez dit la classe politique qui est pas bonne. Et quand quelqu'un de formidable se présente comme vous, c'est la faute de l'électorat qui est pas assez, qui est trop bête pour voter pour vous. Donc il faudrait savoir, soit c'est la faute des électeurs, soit c'est la faute des politiques. Mais j'ai l'impression que vous êtes. Non, mais arrêtez de caricaturer. Non, vous êtes dans une dénonciation un peu permanente de tout. Tout est. Personne n'est assez digne. Personne. Quand même. Non, mais la proportionnelle, c'est un moyen concret. Il y a des gens qui ont plus de devoirs que d'autres, ceux qui ont plus de diplômes, ceux qui ont la vie plus facile, ils ont des devoirs vis-à-vis de leurs concitoyens. Ces devoirs, ils ne les remplissent pas. Permettez-moi de les juger. Ils me jugent, je les juge. Voilà. Et voilà. Et c'est ainsi. Ça s'appelle aussi la démocratie. Bon, pour terminer sur la proportionnelle. Pardonnez-moi, je veux dire, moi je suis rarement d'accord avec M. Guénaud. Mais c'est pas vrai, on a plein de sujets de désaccord. Moi je pense que si vous me permettez, vous êtes beaucoup plus d'accord que vous ne pensez avec Henri Guénaud. D'accord, mais il y a des points qui nous différencient, importants. Mais là, je trouve qu'il a quand même du panache parce que, bon, d'abord, la raison pour laquelle dans le 7e arrondissement ça a voté majoritairement Macron, c'est d'abord pour des raisons sociologiques. Le vote Macron est un vote de classe. Aujourd'hui, l'abstention est une abstention essentiellement dans les classes populaires et ceux qui ont le plus participé. Les seuls, en fait, la catégorie socio-professionnelle à partir de laquelle la participation devient majoritaire, c'est ceux qui gagnent plus de 3 000 euros. Donc les gens ont voté, ils ont un intérêt bien compris. Yvon Rioufol parlait d'oligarchie. Ce qu'a réalisé Macron aujourd'hui, c'est pas tellement, je dirais, le remplacement d'une oligarchie par une autre, c'est la réunification de l'oligarchie. Selon qu'elle vienne de la social-démocratie. Un rajeunissement de l'oligarchie. En tout cas, elle l'a réunifié, transparti, transbord, elle l'a réunifié. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et donc, en fait, ces classes aisées, parmi lesquelles, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous êtes allé vous présenter là-bas, finalement, c'est ça, peut-être que vous avez votre tort, mais en tout cas, voilà, ils votent avec leur portefeuille, ils ont bien compris qu'il fallait enrichir les riches, appauvrir les pauvres, et en dépit d'un discours moral, peut-être qui tiennent par ailleurs sur des convictions peut-être religieuses, par exemple de partage ou autres, qui sont de l'hypocrisie la plus absolue. Donc c'est bien de leur dire. Après, le soir d'une défaite personnelle, c'est sûr que du coup, peut-être que les téléspectateurs se disent « Ah, il est juste mauvais perdant ». Bon, moi, je vous donne acte du fait que je ne pense pas que ce soit que de la mauvaise défaite. Je pense que vous portez un jugement de valeur. Vous êtes un homme voilà, d'opinion et vous avez réfléchi à tout ça. Au final, c'est la lutte de classe qui prime et Macron, c'est aujourd'hui le chef de l'oligarchie. C'est pas une lutte de classe, c'est un réflexe de classe. Peut-être. Oui, c'est pas une lutte de classe malgré. Non, c'est pas tout à fait la même chose malgré tout. Eugénie Bastier après Béatrice Brugère. Je suis d'accord avec M. Guénaud quand il dit qu'il y a une responsabilité de ceux qui sont en haut vis-à-vis de ceux qui sont en bas. Évidemment, il y a un devoir et d'ailleurs, c'est ce que disait Benjamin Disraeli, c'est-à-dire quand il parlait du tourisme One Nation en Angleterre, c'est-à-dire il faut Premier ministre anglais. Premier ministre britannique, il disait qu'il y a une responsabilité finalement de l'élite envers le peuple et on peut pas. Il n'y a pas qu'un devoir de propriété, il n'y a pas qu'un droit de propriété, il y a un devoir de propriété, un devoir des propriétaires. Mais par contre, je m'interroge,
Et c'est aussi à la droite de se remettre en question. Pourquoi la droite a perdu ces gens-là et comment ça se fait que finalement l'alliance qui avait été possible en 2007 entre la bourgeoisie et les classes populaires est éclatée et est disparue. C'est ça, à mon avis, du problème et qui est intéressant. Et on ne le résoudra pas en jetant des invectives finalement aux gens du 7e arrondissement. Béatrice Brugère. Et après, on parle du 7e arrondissement. On peut avoir une analyse par classe, comme vous le faites, et je n'ai pas d'éléments pour dire que c'est bien ou pas bien, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse dans cette élection, c'est tout le travail d'ingénierie sociale qui a été fait dans cette élection, qui me semble assez important, parce qu'on dit, oui, par exemple, les partis ont un peu disparu, ils se sont effondrés. Ceci dit, quand on réfléchit bien, Macron a créé un nouveau parti, et il y a eu un effet magique sur cette étiquette, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont vraiment ces gens dont vous dites qu'ils sont de classe supérieure. Moi, je n'en sais rien, je ne les connais pas. 70% de classe supérieure, Voilà. c'est l'étude du en CELIP. fait, ils ont été élus, c'est un peu le retour de l'étiquette, parce qu'en fait, ils ont été quasiment élus de façon un peu magique sur une étiquette, c'est-à-dire que... Mais c'est pas exactement notre sujet dont on parle là, on parlait du scrutin proportionnel majoritaire. Pardonnez-moi de vous couper parce qu'il reste 10 minutes, donc je veux qu'on parle avec Henri Guénaud de ce que vous avez dit, forcément. C'est dommage, c'était très intéressant. Mais oui, ce que vous dites est très intéressant, mais c'est pas dans le débat. Donc c'est ça qui m'ennuie. J'ai le mauvais rôle. J'ai le mauvais rôle parce que Allons-y, je vous coupe. Mais non, mais je vous coupe, mais c'est pas dans notre débat. Allons-y, on va y revenir, vous allez voir. Voilà, on va y revenir. Pas agréable, donc j'en suis désolé. Mais l'électorat qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris est à vomir. C'est ce que vous dites. Non, j'ai cité les deux électorats que je visais. Voilà. Après, évidemment pas ceux qui ont voté pour moi. Visiblement, vous attaquez les bobos et les cathos, le Vélib et le Goupillon, les sans gluten et les sans commun. Ah non, ça j'ai pas dit ça. Non, c'est moi qui le dis ça. Le Vélib et le Goupillon. Ça c'est vraiment moi. Non, moi j'ai pas. Alors, vous avez dit précisément entre les bobos d'un côté, qui sont dans l'entre-soi de leur égoïsme, et puis il y a cette espèce de bourgeoisie traditionnelle de droite, celle qui va à la messe, qui amène ses enfants au catéchisme et qui après vote pour un type, c'est François Fillon, qui pendant 30 ans s'est arrangé à tricher par tous les moyens. Je vous rappelle qu'il était Premier ministre de la France et que vous avez travaillé avec lui quand même. Ah bah oui, ça change pas mon opinion sur le personnage. Je suis d'accord avec vous, mais vous pouviez le dire avant, peut-être quand vous travailliez avec lui, vous auriez pu le dire à ce moment-là. Qui trichait par tous les moyens. Non mais moi j'étais pas président de la République, c'est pas moi qui ai choisi Premier ministre. Non, facile, Henri Guénaud. Et je suis pas juge non plus, j'observe les gens, je les connais. Mais je vous rappelle, procureur, je vous rappelle que vous y allez. Je vous rappelle que le jour même où il a été désigné par la primaire de la droite, j'ai dit que je ne voterai pas pour lui, que son programme n'avait aucune humanité, aucune générosité, et que je le connais. Et d'ailleurs, l'histoire. Vous le connaissez, c'est-à-dire il a aucune générosité. 35 ans, voilà. Et il a aucune générosité, c'est ce que vous voulez dire? Il a aucune générosité? Non, aucune générosité, aucune humanité. Vous savez, c'est Pasqua disait pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Oui. Et voilà, il aime pas les gens, mais il n'est pas le seul. Pourquoi nous en arrivons là? Pourquoi les partis sont dans cet état? Ils sont dans cet état à cause des politiciens qui n'aiment qu'eux-mêmes et qui n'aiment pas les autres. Moi, j'ai vu dans le passé des gens qui aimaient leur pays plus qu'eux-mêmes. J'ai vu des gens qui aimaient les gens et qui faisaient de la politique pour eux. Ils la faisaient bien ou mal. On pouvait contester, on pouvait considérer idéologiquement qu'on n'était pas d'accord avec eux. Mais au moins, il y avait ce début de morale essentielle pour la politique. Tout est subjectif. Tout est subjectif en politique. Tout est subjectif. Parce qu'on dit ça, pour tout vous dire, on dit ça également des animateurs de télé. Pour réussir à la télé, il faut aimer les gens. Il faut aimer le public. Et on dit souvent ça, mais vous savez très bien qu'il y a parfois... C'est pas tout à fait la même chose, parce que l'animateur de télé, il est payé en fonction des gens qu'il aime, tandis que politique, non, mais ce que je peux vous dire surtout, c'est qu'on peut tricher. Il y a des gens qui font semblant d'aimer les autres et puis qui les aiment pas du tout. On a dit que Chirac aimait beaucoup les gens, et puis il y en a d'autres qui disent que c'est un cynique total. Oui, la deuxième affirmation est assez vraie. Oui, bah alors, oui, mais c'est pas l'image qu'il avait, Jacques Chirac, parce qu'on disait qu'il aimait les gens. Vous me demandez mon avis, vous dites que je n'ai rien dit, je vous donne mon avis, voilà. Et vous êtes là pour ça. Mais surtout, et vous avez continué en disant cet électorat un peu pétainiste. Alors pétainiste, c'est toujours compliqué à saisir exactement ce que vous voulez dire. C'est une disposition psychologique très précise. C'est quoi le pétainisme? Très facile à saisir. C'est quoi? Vous savez, c'est exactement les mêmes que ceux qui en 40 allaient à Vichy en disant pourvu que ça s'arrête, on s'en fout, la collaboration on s'en fout, pourvu que ça s'arrête. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple de disposition psychologique pétainiste. En 1940, un jeune lieutenant qui commande un peloton de chars arrive près d'un village dans le nord de la France. Et au détour du chemin, il trouve la route barrée par tout un conseil municipal, avec les chars, tout le maire en tête. Et il s'arrête, évidemment, et le maire s'adresse au chef de peloton, il lui dit, mon lieutenant, il risque d'y avoir des combats, on ne sait jamais, vous pouvez pas passer un peu plus loin? Vous pouvez pas passer un peu plus loin? C'est intéressant. Ils n'étaient pas méchants. Ils n'étaient pas horribles, ils n'étaient pas fascistes. Juste que
si vous pouvez aller jouer un peu plus loin, vous qui risquez votre vie, le chef de char a fait tourner sa tourelle de char, il était pire que moi. Il a visé le clocher de l'église, il a dit soit vous dégagez, soit vous n'avez plus de clocher. Bon, ils ont quitté le terrain. Voilà, c'est juste une disposition psychologique, pas des mauvaises gens, hein, mais juste voilà, c'est... Écoutez, laissez-nous faire nos petites affaires tranquilles. Eugénie Bastier veut vous répondre, et puis après... je pense qu'on va rester ensemble. Vous pouvez tous rester jusqu'à 10h30 ou pas? Oui, très bien. Je le dis. Allez, vous restez jusqu'à 10h30, vous restez jusqu'à 10h30, je le dis à la régie aussi. On fera le zapping des matinales comme hier un peu plus tard, parce que la discussion est passionnante. Et Béatrice Brugère, vous pouvez rester aussi jusqu'à 10h30. J'aimerais bien revenir sur mes paroles après. Ah, mais c'est pour ça que vous allez rester jusqu'à 10h30. Eugénie Bastier. Non, mais moi je dois dire que je comprends pas. Enfin, je suis assez choquée par les termes qu'emploie M. Guénaud, qui sont quand même la réduction ad petenum, quand même qu'on entend par la gauche. Ad petenum, qu'on entend par dans la gauche insulte la droite depuis 40 ans. Ah non, c'est pas Nicolas vrai. Sarkozy. Je peux vous dire que dans la droite gaulliste, on l'a beaucoup entendu a aussi. souffert pendant 5 ans lorsqu'il a gouverné. C'est une des raisons pour lesquelles il a rien pu faire. Et vous le savez parfaitement, M. Guénaud, que vous repreniez cette espèce de comparaison avec les heures les plus sombres de notre histoire. Et franchement déplacé. Et en plus d'insulter des gens qui vous ne savez pas qui ils sont, vous ne savez pas quel problème ils ont, de traiter de pétainistes. Et vous êtes qui dans l'histoire? Vous êtes Jean Moulin, c'est-à-dire, vous prenez pour qui? C'est la question que je pose. On dirait que vous êtes Zola ou Jean Moulin. Je me prends pour moi, c'est pas Oui, mal, d'accord, vous prenez pour vous, mais bon, voilà. Vous avez fait 3%. Excusez-moi, vous êtes présenté. Vous avez été parachuté dans les Yvelines une fois, vous avez été élu, très bien. Mais vous n'avez pas non plus. Vous n'êtes pas Jean Moulin. Excusez-moi de vous dire. Jean Moulin n'a pas été élu non plus d'ailleurs. Oui, d'accord. S'ils avaient voté, il n'aurait pas été élu. Il n'a pas été élu. Il a été dénoncé par ses propres amis. Non, mais ce qui me frappe, là aussi, la comparaison est assez malvenue. Ce qui me frappe dans l'échange que vous avez avec Eugénie Bastier, qui je rappelle... En plus, c'était un homme de gauche. Ce qui me frappe dans l'échange que vous avez avec Eugénie Bastier, je rappelle que Eugénie est journaliste au Figaro, donc a priori, bon, vous êtes plutôt d'une... Le Figaro, on l'a vu dans cette campagne. Figaro, c'est bien. Figaro, il a soutenu Sarkozy, ce qui était plutôt bien. Après, il a soutenu Fillon. Bon, on ne sait pas. Maintenant, il soutient généralement le candidat de droite, le Figaro. On est tous les collabos de quelqu'un. Vous êtes traité de collabo par les gens du FN parce que vous avez soutenu Sarkozy en 2007 et que vous avez entériné la trahison du traité de Lisbonne, etc. Vous n'avez jamais franchi le Rubicon pour aller au FN et vous êtes accusé d'être un collabo et d'être un pétainiste pour certains. Donc, ça m'étonne que vous repreniez cette dialectique-là et cette rhétorique-là, qui, vous le savez, est une rhétorique assez bête et assez primaire. Voilà. Ben non, vous voyez, c'était une rhétorique qui a beaucoup marqué le mouvement gaulliste. Et pour cause... En tout cas, ce qui me frappe dans cet échange, et ça, moi, j'en suis témoin, puisqu'il se trouve que j'habite dans la circonscription de Henri Guénaud. Donc, j'habite dans cette circonscription. Donc, je vous ne dirai pas pour qui j'ai voté, mais... Oh là là, vous gagnez plus de 3 000 euros par mois, parce que si c'est ça, on sait pour qui vous avez voté. Non, mais je ne dirai pas pour qui j'ai voté. Mais il se trouve que j'habite, et j'ai vu Henri Guénaud faire campagne dans la rue Claire, dans le 7e. Et j'ai vu beaucoup de gens qui... vous aimez plutôt bien, Henri Guénaud, qui apprécie votre discours, qui ont été très choqués de ce que vous avez dit, qu'on dit mais c'est hallucinant ce qu'il dit. Alors ils disent, dans la rue, ils disent mais il a disjoncté, il a pété un câble, je veux dire, les électeurs, ils ont été vraiment très choqués. Oui, et c'est ça qui m'intéresse. Ah, c'était fait pour... j'ai pas fait. Vous l'aviez préparé. Je dis pas ça pour leur faire plaisir. Non, mais vous l'aviez préparé, l'électorat est à vomir. Ça fait longtemps que ça me venait depuis le début de la journée, vous voyez. Oui. Voilà. Donc voilà. Et ça rejoint le peuple. Vous connaissez la phrase de Brecht. Que j'ai depuis longtemps. Voilà. Oui. Et donc, n'étant plus un homme politique, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Mais je l'ai dit. Vous savez, j'ai pas disjoncté. J'assume froidement ce que j'ai dit. Voilà. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais je vais continuer. Oui. Vous savez, ce sont les mêmes qui ont fait perdre Séguin en 2001 à la mairie de Paris. Pourquoi? Parce qu'ils ne leur ressemblaient pas. Ce sont les mêmes qui, au fond, détestent les fils de pauvres. Ce sont les mêmes qui détestent ceux qui ne leur ressemblent pas. Voilà. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Fils de pauvre. Ça a toujours été. Je suis pas fils de pauvre. Non, vous n'êtes pas perçu. Mais si, mais jamais de la vie, les gens quand ils vous voient, ils disent pas Henri Guénaud c'est un fils de pauvre. Vous n'êtes pas comme eux. Mais non, faisons pas une question. Non, mais attends. Non, mais c'est pas Est-ce que je peux m'expliquer? Mais évidemment, vous êtes là pour ça. Mais on est là jusqu'à 10h30. Alors maintenant, on aura le temps. Est-ce que je peux m'expliquer? Et comment? Je vous donne mes raisons et mes sentiments. Vous en faites ce que vous voulez, vous les jugez comme vous voulez, ça m'est complètement égal, mais je veux pouvoir les donner. Donc, on les a toujours trouvés sur le chemin, toujours trouvés sur le chemin du gaullisme, toujours trouvés sur le chemin de ceux qui voulaient rassembler la nation, tous ceux qui refusaient les abandons, qui refusaient le déshonneur. C'est marrant. Hein, et ça n'a pas changé. Moi, les combats que j'ai menés avec Séguin, c'était pareil. Ça a fini d'ailleurs de la même façon. C'est qu'à un moment dégoûté, il a laissé tomber, il est parti à la Cour des comptes, que je ferai d'ailleurs la même chose. Voilà. Pasqua, c'est pareil. Dégoûté, il a fini par partir. Et quant aux autres, ils ont pris leur Et ceux retraite, qui restent, voilà. c'est les traîtres.
Mais c'est pas des traîtres, ils sont comme ils sont. C'est ceux qui se compromettent. Ils sont comme ils sont, mais ils se compromettront pas, ils sont comme ils sont. Ils sont comme ils sont. Allez jusqu'au bout. C'est-à-dire que Seguin, vous pouvez pas dire Pasqua, aller jusqu'au bout. Seguin, Pasqua, Guénaud, c'est des résistants. Non, c'est des résistants qui à la fois. C'est des meilleurs et les autres ils se compromettent. Comme ils sont pas si exceptionnels que ça, il y a un moment ils finissent par se décourager. Marc le général aussi se décourageait quand en 46 il rentre chez lui parce qu'il en a marre des politiciens. En 69 il perd le référendum, il rentre chez lui. Et ben moi je fais pareil, je suis pas le général de Gaulle, j'ai pas fait le 18 juin, je suis pas Jean Moulin. Vous restez avec nous en tout cas. Je rentre chez moi. Voilà. Alors je vais vous dire, vous restez avec nous parce que en disant ce que je pense. Voilà. Vous restez avec nous. À la fin de l'émission quand même. Vous restez jusqu'à 10h30. Je trouve que c'est passionnant ce que vous dites. De temps en temps, j'ai toute ma vie, j'ai essayé de surmonter ce sentiment de lutte des classes ou de conscience de classe, de ce que vous appelez ça comme vous voudrez. Et puis il y a des moments où ça ressort, devant certaines attitudes. À tout de suite, enfin, un homme politique qui dit ce qu'il pense, qui est sincère et authentique. Le problème, c'est que vous ne l'êtes plus homme politique. On aurait peut-être aimé que vous le disiez avant. Vous êtes ensemble. J'en ai dit tellement avant. On est ensemble jusqu'à 10h30. On est ensemble jusqu'à 10h30. Vous restez. Nous sommes ensemble ce matin avec Henri Guénaud et la discussion est passionnante puisqu'Henri Guénaud explique pourquoi il va quitter la politique. Nous sommes avec Béatrice Brugère, avec Raquel Garrido. J'ai senti entre Henri Guénaud et vous, peut-être que vous allez le récupérer à la France insoumise. Mais je pense que c'est le conseil que je lui donnerai. Je sens dans votre discours, Monsieur Guénaud, beaucoup de nostalgie, de nostalgisme même, je dirais que nostalgisme comme une façon de voir la politique. Et la France insoumise, elle se projette vers l'avenir. Il faut construire. Effectivement, on peut faire un bilan. Merci Raquel. Mais il faut construire quelque chose de nouveau. On se revoit tout de suite. C'est le mot de Régis Debray. La nostalgie, c'est le coup de pied au derrière d'oignons amnésiques. Bon, très joli mot, Régis Debray. À tout de suite.